On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Paolo Levi, correspondant ici à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Bonjour Paolo. Bonjour. Et face à vous, Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'Ukraine sort renforcée du sommet de l'OTAN à Vilnius, même s'il n'a pas obtenu de date pour une future adhésion. Volodymyr Zelensky reçoit l'assurance du G7, les 7 pays les plus industrialisés qui s'engagent dans un soutien militaire durable à Kiev. Le Parlement européen lui adopte la loi dite de restauration de la nature à une courte majorité, 336 voix contre 330. L'objectif, imposer aux États membres des objectifs justement pour les contraindre à restaurer les terres et les espaces marins abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive. C'est tout de suite, on va plus loin. Il préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Après avoir regretté hier qu'aucune date ne soit donnée à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, Volodymyr Zelensky salue en clôture du sommet à Vilnius les acquis pour son pays, un soutien militaire durable du G7 et la certitude désormais d'un avenir au sein de l'Alliance Atlantique. Résumé des avancées avec Jade Lévin. C'était le principal enjeu de ce sommet, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. À l'arrivée, l'Alliance ouvre la porte à Kiev, mais sans fixer de calendrier. Alors que l'Ukraine continue de libérer ses territoires, nous soutiendrons les Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra. Nous lancerons une invitation pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Les alliés conviennent que les conditions sont remplies. Dans son discours de fermeture, le secrétaire général officialise l'avenir de l'Ukraine dans l'OTAN. Pas d'adhésion avant la fin de la guerre, mais les 31 membres se sont mis d'accord sur une procédure simplifiée et sur la création d'un conseil OTAN-Ukraine en attendant la ratification officielle. Une décision saluée par un président ukrainien beaucoup plus conciliant que la veille. La délégation ukrainienne ramène une victoire importante pour la sécurité de l'Ukraine, des Ukrainiens et de nos enfants. Autre annonce de ce sommet, la livraison par la France de missiles air-sol longue portée pour soutenir la contre-offensive ukrainienne. Les dirigeants s'accordent sur une aide à long terme, alors que près de 14 milliards d'euros ont déjà été dépensés par l'Union européenne pour aider militairement l'Ukraine. Un soutien également réaffirmé par les États-Unis, dont l'aide financière s'élève, elle, à plus de 30 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Nous allons aider l'Ukraine à bâtir une défense solide sur terre, dans les airs et en mer, afin de renforcer la stabilité dans la région et de repousser toute autre menace. Après l'Ukraine, feu vert également pour la Suède. Après 18 mois de blocage, le président Erdogan annonce lever son veto sur l'adhésion du pays à l'Alliance, mais pas sans contrepartie. La Suède va présenter un plan pour lutter contre le terrorisme. Elle soutiendra activement notre adhésion à l'Union européenne, mais aussi la mise à jour de l'accord douanier de la Turquie avec l'Union européenne, qui est vital et critique pour notre économie. La Turquie ratifiera l'adhésion de la Suède, au mieux au mois d'octobre. Rappelons que l'objectif à l'entame de ce sommet, c'était de renforcer l'OTAN sur son flanc oriental. Objectif atteint, Paolo Levi. Écoutez, en tout cas, une manifestation d'unité par rapport à la nécessité de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Certes, on peut déplorer le fait, comme l'a fait Zelensky, ou comme souhaitaient peut-être certains pays comme la Pologne ou la France, d'avoir une feuille de route, un calendrier précis sur l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Ceci dit, il y a pour l'Ukraine un plan d'aide militaire et politique qui n'a pas de précédent depuis, même pas pendant la guerre froide, comme l'a dit le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg. Et voilà, donc on peut voir, à mon avis, le verre mi-plein ou mi-vide. Mieux vaut le voir mi-plein. Il y a quand même eu des avancées importantes. En 500 jours de guerre, quand même 160 milliards de dollars de soutien militaire à l'Ukraine, c'est quand même quelque chose. Donc l'Ukraine n'est certainement pas seule face à cette bataille. Après, sur l'adhésion, bien sûr,
il y a tout un parcours à respecter et il y a des réformes à faire. Déjà, le fait qu'ils aient éliminé une partie de la négociation, du dialogue qui normalement est requise aux pays candidats à l'OTAN est déjà une forme de passerelle. La promesse d'une procédure accélérée, on n'a plus les pudeurs non plus pour évoquer l'avenir otanien de l'Ukraine. Et puis la Suède, c'était pas gagné non plus finalement. Bilan positif, l'OTAN est renforcée, Bruno. Voilà, bilan globalement positif comme on disait jadis, même si effectivement de l'autre côté du mur. De l'autre côté du mur, même si c'était pas tout à fait gagné au départ, parce qu'effectivement il y avait l'incertitude d'Erdogan qui a été levée au tout dernier moment. Bon, lui a été un habile négociateur, puisque finalement on a bien compris, un mot là sur la Turquie, que ce qui l'intéresse surtout en fait, il parle de la reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne, mais c'est surtout le fait de revoir l'accord douanier entre l'Union européenne et la Turquie qui l'intéresse pour des raisons liées à l'état de l'économie turque. Et donc, du coup... Un gage donné au milieu d'affaires, en fait. Voilà, un gage donné au milieu d'affaires. Et du coup, donc, Erdogan, au dernier moment, donc, a levé cet obstacle, même si la ratification devra attendre quelques semaines par le Parlement turc, mais c'est une formalité. Donc, première réussite, effectivement, de ce sommet de l'OTAN, on passe de 31 à 32 membres. Deuxième réussite, c'est qu'effectivement, il y avait des divergences entre les alliés de l'OTAN sur le rythme d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Bon, tout ça a été un peu calmé par le fait, certes, que l'Ukraine devra attendre la fin de la guerre. Mais franchement, certains analystes comparaient ce qui avait été fait là au sommet de Bucarest en 2008. Il y a quand même un signal beaucoup plus fort. Les circonstances d'abord n'ont rien à voir. En 2008, il y avait vraiment la volonté de ménager à tout prix la Russie. Là, on n'est plus du tout dans la même situation. Il y a la volonté de ne pas entrer en guerre contre la Russie. C'est ça la crainte des États-Unis. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut patienter, qu'il faut attendre la fin du conflit. Mais enfin, il y a un appui, effectivement, comme disait Paolo, un appui militaire, financier, économique, quand même très ferme, qui a été assumé non seulement par l'OTAN, mais aussi par le G7, avec cette déclaration, même si on n'a pas encore tous les détails, un engagement très ferme, quasiment pérenne. Et Joe Biden a tenu à préciser que dès que la guerre serait finie, alors évidemment, il faut que la guerre, elle se finisse de la manière dont le souhaitent les Occidentaux et l'Ukraine, c'est-à-dire par la victoire de Kiev. Ça, c'est quand même pas acté encore pour le moment. Mais si c'est le cas, voilà, Joe Biden a dit, voilà, dès que la guerre sera finie, ça prendra même pas 1h30 avant de lancer ce processus accéléré d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, on va réécouter d'ailleurs ce qu'a dit aujourd'hui Joe Biden. Joe Biden, tout de suite. Tous les alliés sont d'accord pour dire que l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Mais nous n'attendons pas l'aboutissement de ce processus pour nous engager sur la durée au profit de la sécurité ukrainienne. Nous allons aider l'Ukraine à bâtir une défense solide sur terre, dans les airs et en mer pour renforcer la stabilité dans la région et repousser toute autre menace. Voilà, Volodymyr Zelensky qui repart fort de l'appui américain. Paolo Levi, on l'a entendu hier faire part de son amertume. Il a eu des propos quand même peu amènes envers les Occidentaux. C'était du jeu, ça, de la part de Volodymyr Zelensky, ou vous pensez qu'il y a une déception réelle côté ukrainien ce soir? Non, je crois que Zelensky, on a appris à le connaître en ces 17 mois de conflit. C'est aussi un excellent stratège, y compris dans la communication. Et je pense que dans les tweets un peu amers qu'il a publiés hier, il y avait une volonté d'obtenir un maximum de ce sommet, et donc d'y aller déçu d'avance. Mais je pense qu'il ne peut pas être déçu parce que le soutien à l'Ukraine est quand même assez conséquent. Et il ne peut pas non plus prétendre d'avoir d'un jour à l'autre un feu vert total avec un calendrier précis d'adhésion. Il y a encore plein d'incertitudes. Mais justement l'incertitude, c'est quelle configuration aura un éventuel accord de paix si les frontières ukrainiennes ne sont pas définitives, si le front de la guerre est gelé et se poursuit sur la Crimée. Pourra-t-il espérer dans ces conditions entamer des négociations pour rejoindre l'OTAN ou pas? Il doit espérer. D'abord, il faut que
que les armes cessent et pour ça, le soutien militaire de l'Occident a été quand même très fort. Encore, la France a annoncé avec Emmanuel Macron de nouveaux missiles. Après, il y a le système franco-italien SAMP-T qui apparemment est en train d'avoir des effets très positifs sur le terrain. Figurez-vous que au début du conflit, les Russes visaient avec succès 80% de leurs objectifs à Kiev, et maintenant ce pourcentage a été réduit à 10%. Donc c'est rien grâce au soutien notamment occidental et de l'Europe. Donc je pense que Zelensky ne doit pas se sentir seul aujourd'hui. Il y a plein de perspectives qui s'ouvrent pour l'Ukraine, non seulement pour l'OTAN, mais aussi pour un autre cheminement très important où il a eu des gages, celui d'adhésion à l'Union européenne, qui aussi est très, très important. Oui, dans un cas comme dans l'autre, il faudra quand même, vous l'avez dit, Bruno, qu'on ait une vision quand même assez ferme de ce que sera le territoire, la souveraineté ukrainienne sur son sol. Oui, ça reste quand même ce soir, le grand point d'interrogation. Zelensky, d'ailleurs, a dit aussi à Vilnius, il a dit assez clairement qu'il refuserait de négocier avec le front russe gelé. Donc visiblement, il y a certains pays qui envisagent cette hypothèse que des négociations puissent commencer en laissant un peu aux Russes ce qu'ils ont obtenu en Ukraine. Et puis voilà, on fait taire les armes, etc. Donc pour le moment, lui reste sur une position, maximaliste, non pas maximaliste, assez logique en fait. Il dit je veux récupérer l'intégralité de mon territoire, y compris la Crimée. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les missiles à longue portée français, qui sont quasiment les mêmes d'ailleurs que les missiles britanniques qui ont commencé à être livrés, les Storm Shadows. Le nom est différent, mais Scalp en français. Voilà, Scalp en français. C'est un projet franco-britannique. Et ces missiles à longue portée, en fait, ça permet notamment, alors non pas d'atteindre le territoire russe, ça, les Occidentaux ont été assez clairs là-dessus, mais notamment d'atteindre la Crimée. Techniquement, ça pourrait. Techniquement, ça pourrait. Techniquement, apparemment, ça arrive jusqu'à 500 km. Oui, ça peut aller entre 300 et 500 maximum. Donc, oui, techniquement, ça pourrait. Mais... Un pas semble avoir été... Et les Américains, juste... Alors, ça, c'est une déclaration que j'ai vue juste du conseiller national à la sécurité nationale, comme quoi les Américains seraient à deux doigts d'accepter de livrer des missiles à longue portée. Oui, on attendait aussi la décision américaine. Aux Ukrainiens. Donc si c'est ça, si c'est confirmé par les Américains, là finalement Zelensky il a très bien joué parce qu'il a obtenu un accord de solidarité quand même pérenne de la part des Occidentaux et puis pas mal de munitions entre les bombes à sous-munitions, les scalps français, s'il y a les missiles à longue portée américains, bilan assez positif pour lui quand même. Et il ne faut pas sous-estimer aussi le Conseil OTAN-Ukraine qui est quand même un format inédit, très important, qui contribuera au dialogue, à la coopération très... L'Ukraine arrimée à l'OTAN sans en faire partie formellement. Donc ça aussi, c'est très important d'un point de vue politique. Justement, et peut-être aussi ce qui est clair sur la livraison de ces scalps, est-ce qu'il n'y a pas un pas qui a été franchi aussi par certains, c'est le cas notamment de la France, dans leur perception aujourd'hui de ce qu'est la menace russe? Écoutez ce qu'en dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Le temps joue désormais en faveur de l'Ukraine. D'abord parce que la Russie a montré ses premiers signes de division, mais surtout parce qu'au-delà des efforts déjà faits et que nous renforçons, nous offrons aujourd'hui un signe clair de pérennité de notre soutien à l'Ukraine. Et je pense que c'est un point extrêmement important. La Russie est fragile, militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable, plus que d'aucuns ne le pensaient. La France, elle tire, Bruno, les conséquences de la mutinerie du groupe Wagner. Mutinerie certes avortée, mais enfin qui a révélé peut-être des faiblesses. Moi, je trouve qu'une partie de l'analyse du président de la République est juste. La Russie a été affaiblie, ou du moins a montré ses divisions internes, que ce soit militairement ou politiquement. Après, la Russie reste dangereuse quand même. Rappelons quand même qu'il y a l'arsenal nucléaire. Et puis après, le fait que le temps joue en faveur de l'Ukraine... franchement, je trouve que ça se discute parce que le problème des Ukrainiens, même s'ils bénéficient de cette aide et de cet engagement, ils savent aussi que pour les Occidentaux, c'est un effort très important militairement, qui a déjà des problèmes de stock de munitions que les Occidentaux ont du mal à réenclencher pour les livrer aux Ukrainiens, que aux États-Unis, si ça dure très longtemps, après il va y avoir l'élection présidentielle américaine, il y a quand même tout un débat sur le fait de se demander
demandé si autant d'argent dépensé, c'est bien utile pour l'Ukraine, alors que la menace stratégique principale pour les États-Unis est aujourd'hui en Asie-Pacifique. Voilà, je ne suis pas persuadé que le soutien des États-Unis n'est pas acquis pour toujours. Tant que Joe Biden est là, oui. Après l'automne 2024, on verra bien, mais c'est pas acquis, quoi. Paolo Levi, c'est vrai, on a presque oublié là, ces derniers jours qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait d'une menace imminente sur Zaporijjia, que la Russie pourrait être tentée de provoquer un accident nucléaire. Là, maintenant, on parle même de livrer des missiles à longue portée aux Ukrainiens, ce qui est une menace directe pour Moscou. Est-ce que, d'après vous, c'est totalement réaliste ou est-ce qu'on occulte peut-être, malgré tout, ce que pourrait être demain une menace russe ? Écoutez, je pense que un accident, même induit par la Russie à Zaporijjia, serait suicidaire avant tout pour les Russes. Donc ils n'ont pas intérêt à le provoquer. Ils n'ont pas vraiment intérêt à le provoquer. Et voilà, après... Donc, on n'a pas, nous, occidentaux, à craindre de mesures de rétorsion après ces livraisons d'armes qui menacent cette fois nous, directement déjà, on l'a vu pendant... C'est pas un hasard si le jour... d'ouverture du sommet de l'OTAN, Poutine a attaqué de façon directe Kiev, encore une fois, les sirènes ont résonné dans la ville. Mais je pense qu'il a effectivement été assez affaibli, Poutine, aussi d'un point de vue de l'image, avec toute cette séquence de la mutinerie. Et il a aussi plein de problèmes internes maintenant, Poutine, à résoudre. Et je pense que et on va le juger avec un peu plus de recul peut-être, mais peut-être qu'il y aura un avant et un après mutinerie dans cette guerre en Ukraine. Parce que... Et puis en revanche, juste côté américain, parce que Joe Biden a prononcé un discours là en fin d'après-midi. Il a replacé ça dans sa vision plus planétaire en fait, de la lutte des démocraties contre les autocraties, en faisant bien comprendre que la menace principale était en Asie-Pacifique. D'ailleurs, il y a eu une petite divergence qui s'est exprimée notamment entre la France et les États-Unis sur le fait peut-être d'établir un bureau de liaison de l'OTAN, si on comprend bien, au Japon. La France a fait clairement comprendre que ce n'étaient pas les missions de l'OTAN. Donc il y a quand même cette volonté américaine d'élargir géographiquement et stratégiquement les missions de l'OTAN pour servir ses propres intérêts à eux, les États-Unis, c'est-à-dire la menace stratégique principale, elle n'est pas en Europe, il faut garantir la sécurité de l'Europe, parce que là, il y a le danger russe, mais la menace principale, elle est quand même dans l'Asie, dans le Pacifique, en Asie, avec la Chine, quoi. À suivre donc. L'Europe, elle, vient d'accomplir un pas significatif en faveur de l'environnement, à la préservation de la biodiversité, pour être exact, alors qu'un vote à l'issue incertaine avait lieu à Bruxelles aujourd'hui. Les eurodéputés adoptent finalement à une courte majorité, 336 voix contre 300, la loi dite de restauration de la nature. Objectif imposé aux États membres, des objectifs justement pour les contraindre à restaurer les terres et les espaces marins abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive. C'est un texte phare du pacte vert de l'Union européenne. Les explications de Florent Rodeau. Il est baptisé Pacte vert pour l'Europe. Mais au fait, quel est son principal objectif ? L'UE en est convaincue, l'avenir du vieux continent dépend d'une planète en bonne santé. Le but, c'est donc d'atteindre la neutralité climatique de l'Union européenne d'ici à 2050, condition sine qua non pour contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Des engagements déjà pris dans le cadre de l'accord de Paris, c'était en 2015. Autre question, de quels moyens sera doté ce Green Deal européen ? Pour financer cette transition qui couvre l'ensemble des secteurs économiques, l'UE prévoit un investissement à hauteur de 1 000 milliards d'euros. La fiscalité sera un levier essentiel avec 300 milliards d'euros, moins d'un tiers de l'enveloppe qui doit en provenir. À un an des élections européennes, ce projet de pacte vert va largement animer les débats du Parlement de Strasbourg, où la droite européenne l'a dit, elle est farouchement contre. Direction Bruxelles, on retrouve Pierre Benazet pour France 24. Pierre, qui a voté pour, qui a voté contre ce texte aujourd'hui ? Bonsoir Raphaël. C'est un vrai combat droite-gauche, c'est celui qu'on voit depuis que le texte a commencé à s'animer fortement à la commission parlementaire de l'environnement à Bruxelles et à Strasbourg, les deux sièges principaux du Parlement européen. Très clairement, il y a eu un vote en 2 temps, la double détente. D'abord, la motion déposée par les conservateurs et la droite en général
pour rejeter le texte. Ce rejet n'a pas été adopté et là, très clairement, il a manqué des voix au parti conservateur, le Parti populaire européen. Il n'y a eu que 147 voix qui voulaient le rejeter contre 15 qui ont fait défaut, alors que les partis d'extrême droite ou ultra-conservateurs, eux, ont voté comme un seul homme face à la gauche qui, en revanche, est restée très disciplinée sur ce texte. Et puis, dans la deuxième détente, un texte pour adopter le compromis, celui qui va être sur la table. Et là, à nouveau, quelques députés du Parti conservateur ont fait défaut, alors que la gauche votait en bloc pour ce texte. Et à chaque fois, il faut bien le dire, les centristes de Renew ont voté 2 tiers, 1 tiers, un tiers d'entre eux plus proches des agriculteurs, 2 tiers plus proches de l'environnement, pour caricaturer un peu ce vote d'aujourd'hui. Oui. Quelle va être la suite maintenant que ce vote est adopté que ce texte plutôt est adopté par le Parlement ? Alors la suite, normalement, devrait se dérouler pendant l'année 2023. C'est ce qu'espèrent en tout cas les parlementaires européens. On va entrer dans une période qui porte le nom absolument absurde, en tout cas d'un point de vue sémantique et étymologique, le nom absurde de trilogue. Ce trilogue, c'est en fait un dialogue à 3. La Commission européenne, le Parlement européen et les 27 États membres. Ils doivent ficeler un texte final, des négociations qui sont quelquefois longues et douloureuse, mais on sait qu'on part d'un texte qui finalement est assez proche parce que comme il y a eu ce psychodrame politique gauche-droite à la commission parlementaire, finalement le rapport du Parlement européen qui voulait relever les ambitions n'a pas été adopté et le texte qui a été voté ce mercredi par les parlementaires européens, c'est un texte extrêmement proche du compromis déjà adopté par les 27 capitales. Il pourrait donc y avoir une négociation assez rapide finalement parce que les objectifs sont proches, même si les parlementaires européens veulent encore rajouter certains aspects comme par exemple planter 3 milliards d'arbres d'ici 2030, une meilleure évaluation, une meilleure protection des pollinisateurs ou des milieux marins, et puis une évaluation plus proche, 8 ans après l'entrée en vigueur du texte, au lieu de 2035 comme prévu initialement. La négociation sera peut-être donc pas forcément aussi difficile qu'elle l'a été sur certains textes, à cause de ce bras de fer politique justement qui a cet effet paradoxal, sachant qu'on est évidemment à 11 mois maintenant des prochaines élections européennes et que l'ordre du jour politique pourrait à nouveau jouer un rôle là-dedans. Merci Pierre Benazet d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. Paolo Levi, est-ce qu'il faut s'étonner, alors bon, l'extrême droite c'était attendu, mais de voir le Parti populaire européen s'opposer aussi frontalement à un texte qui vise quand même à préserver la biodiversité, alors certes au motif d'arguments économiques et également de préservation d'activités comme la pêche ou l'agriculture, et puis même au sein du groupe charnière, le groupe centriste du Parlement européen, le groupe libéral Renew, de voir là aussi, nous dit-on, un tiers des députés qui auraient voté contre, et puis voilà, certains qui parlent. Il y avait Claire Nouvion qui était là il y a quelques instants pour Place Publique, qui avait été elle élue donc pour la gauche au Parlement européen, qui dit que ce groupe a été finalement assailli par les lobbies pour voter contre. Oui, c'est clair. C'est un peu dommage de voir que quelque part la politicienne torpille les ambitions écologiques de l'Europe de cette façon-là sur des sujets qui devraient plutôt fédérer tout l'espace parlementaire, l'arc constitutionnel européen. Je pense le Parti populaire européen est quand même un grand parti démocrate et qui gouvernement en Espagne, en Allemagne, ici même en France. Exact, et qui dans beaucoup de pays européens gouverne et fait des réformes importantes pour l'écologie, en tout cas notamment en Allemagne ces dernières années. Et ici, c'est une stratégie de Manfred Weber qui, à mon avis, a été aussi une sorte de ballon d'essai très politique pour tester une nouvelle forme d'alliance entre les droites, parce que vous savez qu'au Parlement européen, pendant des années, le PPE a quelque part gouverné avec les sociodémocrates. Et donc, il y a beaucoup de politiques politiciennes dans ce choix de Weber, mais je pense que ça a fait pchit. Oui. Tout d'abord parce qu'on a vu que le PPE s'est fracturé lui-même. Il y a, selon les derniers comptes annoncés par la presse italienne ce soir, au moins 25-30 eurodéputés du PPE qui ont voté pour ce texte. Et donc, je pense que
que Weber va devoir revoir sa stratégie après cette faillite qui est allée en scène aujourd'hui à Strasbourg. C'est ça qu'il faut retenir, Bruno Darroux, finalement le regard sévère peut-être de citoyens européens qui n'auraient pas compris qu'un tel texte soit rejeté à l'heure du combat pour l'environnement, pour la planète, à l'heure où l'Europe vise la neutralité carbone, où Greta Thunberg elle-même est venue manifester à Bruxelles. On ne pouvait pas décemment rejeter pareil texte. Bah oui, mais du coup, même si ça a été serré, finalement, c'est quand même... Après, si on oublie... 2 minutes, la querelle politicienne qui s'inscrit en plus dans un contexte effectivement préélectoral, qui fait sans doute d'ailleurs que cette question environnementale sera très importante dans la campagne qui va s'ouvrir pour les élections au Parlement européen de juin prochain. Enfin, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle quand même pour l'environnement, y compris ce que disait Pierre Bénézet, le fait que finalement que le combat politique ait eu lieu de manière aussi féroce, ce qui n'est pas l'habitude tout le temps du Parlement européen entre gauche et droite, finalement ça a permis de régler un certain nombre de problèmes, de voter un texte qui va quand même plutôt dans le bon sens, même avec un compromis. Et du coup, on peut espérer... Bon, après, il y a l'agenda politique, encore une fois. On verra bien que ce processus de trilogue, finalement, se déroule pas trop mal et que l'Union européenne arrive à produire un texte assez convenable pour sauvegarder donc la biodiversité en Europe, sauf si l'agenda politique fait qu'il y a encore des manœuvres pour retarder ça dans le contexte de l'élection de juin prochain. Merci beaucoup. Rien à ajouter, Paolo Levi? Non, je suis d'accord. C'est une bonne opportunité, ce texte, pour réconcilier l'écologie et l'économie en Europe. Donc, c'est plutôt positif. Et ben voilà, on va se quitter sur une note optimiste. Merci Paolo Levi, merci Bruno Darroux. C'était On va plus loin. Prochain journal dans 3 minutes. Restez avec nous. À circonstances exceptionnelles, émission exceptionnelle. Après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, la France a connu une semaine de violence. Une colère froide s'est exprimée dans la rue et sur les réseaux avant de laisser place au chaos. Ils sont parents, éducateurs, associatifs, entrepreneurs et sont en première ligne depuis des années. Dans les quartiers, pour France 24, ils ont accepté de débattre pour penser le jour d'après. Pas de quartier le jour d'après, la parole aux habitants. À voir sur France 24 et France24.com.